Alright, alors les US, je pense que le live qu'on a fait la semaine dernière, il n'y a pas besoin de tout retracer en soi, l'histoire de comment on en est arrivé là. Je veux dire, on a une très très belle réaction aujourd'hui, sur un niveau qui est plus ou moins attendu en soi, on pourra toujours trouver un niveau de expliquer pourquoi on a rebondi là. La réalité c'est que du coup on avait cette très belle zone qu'on avait mis du temps à casser à l'époque, je me rappelle. Qu'on avait retest par derrière et qu'on avait vraiment accéléré après au-dessus avec l'élection de Trump. D'ailleurs, on a assez, j'allais dire, brouté comme range, hein, typiquement. C'est un peu ce que j'avais dit, il me semble, la semaine dernière, que je m'attendais pas à des marchés ultra haussiers dans l'année à venir. Après, la réalité, c'est que je n'en sais rien. On peut très bien continuer un moon, surtout un monde où Trump arrive au pouvoir. Forcément, il peut faire des choses qui fassent extrêmement plaisir au marché financier. C'est sa spécialité. Pour lui, l'économie va bien tant que les marchés financiers montent. Du coup, voilà. On avait ce marché qui tanguait un peu. Le pourquoi du comment, c'était notamment à cause du dollar. Hein. Je sais pas si vous l'avez vu. On va peut-être plutôt faire comme ça. Tac. Le dollar commençait à monter sérieusement et il a accéléré encore plus avec l'événement de Trump. Et donc, plus le dollar monte, plus ça fait pression sur les marchés financiers. Pas parce qu'il y a une pression, effectivement, plus ton dollar monte, plus ça coûte cher aux gens d'acheter des biens de chez toi. Donc, ils en achètent moins. Mais aussi d'une question des taux. Parce qu'en fait, le dollar monte parce que les taux montent. Et là, je pense que... je vais spoiler un peu, du coup. On va faire plutôt ça. On a aujourd'hui un marché qui rebondit extrêmement fort pour une seule raison. C'est que le dollar chute et les taux chutent avec. Enfin, les taux chutent, du coup le dollar chute et du coup les actions montent, hein, typiquement. Parce qu'effectivement, l'argent coûte moins cher. Il y a un mouvement de capitaux aussi qui passe potentiellement des produits obligataires sur les produits actions. Qui fait qu'à l'heure actuelle, un gros rebond des marchés financiers. Et pourquoi justement il y a ce gros mouvement sur les taux, hein, sur les taux longs. De toute façon, on avait dit, hein, sur les taux longs, moi j'avais commencé à empiler justement l'achat, c'était plus pour mes parents, justement plus long terme, du 20 ans américain, parce qu'on arrivait sur des taux 4,7, 4,8, on est même monté à 5%. Pour moi, ça reste des taux extrêmement intéressants à long terme. Maintenant, le marché a continué de grind à la hausse parce qu'il y avait la question d'inflation. Donc l'inflation, je pense qu'on en avait déjà assez parlé. Alors attendez, je lis vite fait le commentaire. Alors Rof me dit toujours pas de micro de qualité. Attends, c'est vraiment aussi horrible le micro. Pourtant, je pensais avoir acheté un micro pro. Hein. Peut-être qu'il faudra que je le règle derrière. Hein. Je confie. Attends, je check pour être sûr que ce soit le bon. Mais ouais. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a apparemment. Donc je reverrai après. Alors le système, c'est un système de ma voiture, peut-être. Bref, pour revenir, donc on a justement cet impact sur les taux qui chutent. Pourquoi ? Parce que en fait typiquement les craintes en fait qu'on a eues avec l'investiture de Trump. Donc pour remettre le timing, donc Trump arrive au pouvoir. Il n'arrive pas encore au pouvoir, mais il a été voté comme nouveau président, il me semble, à peu près ici. On a eu un premier choc vers le bas des taux et ils ont très vite augmenté parce qu'on a eu des données assez mauvaises. C'était, il me semble, je ne sais pas si c'est sur l'IPC directement. Tac. On a eu septembre qui était plus haut qu'attendu, mais c'était surtout la question de l'emploi. Donc il y avait vraiment, je pense que vous vous rappelez, hein, le mandat de la Fed, à savoir le plein emploi et l'inflation. Problème étant, il y avait trop d'inflation, donc ils montent les taux. Donc le marché de l'emploi se fragilise. Le problème étant, le marché de l'emploi était encore extrêmement résilient. Donc un marché de l'emploi extrêmement résilient montre quand même que l'économie américaine est très solide. Hein. On avait un PIB qui allait à plus de 3%.
Le problème étant, c'est que si une économie court trop vite, on l'a vu en 2021-2022, ça génère trop d'inflation. Parce qu'il y a trop de consommation par rapport à notre capacité de production. Donc mathématiquement, ça crée de l'inflation. Et en fait, le marché de l'emploi reste encore extrêmement solide, ce qui pousse des craintes inflationnistes sur l'économie. Et comme je vous dis, les marchés financiers ne sont qu'un jeu de projection. Ils essayent de prédire en fait les chiffres qui vont venir et ils pricent le marché est pricé en fonction de ces prédictions-là. Donc, les prédictions d'inflation à long terme augmentent. Parce qu'effectivement, la santé de l'économie américaine reste encore très forte. En plus, dans le moment où la Fed a commencé déjà à baisser les taux, potentiellement trop fort, ça on le verra dans plusieurs mois, années, avec l'inflation. Inflation rate, je vais le mettre. Tac. Et donc là, on voulait justement... Alors on va dégager 2-3 trucs qu'on n'a pas besoin. Ici, là on voulait une inflation à peu près à 2%. On va tous les mettre à droite. Donc une inflation qui doit être à 2%. Donc typiquement, je vais mettre Fed Fund Rate. Tac. Donc, on a une inflation qui doit être à 2%, c'est le code politique, je veux dire, de la Fed depuis maintenant le mandat qui a été voté. Problème étant, c'est qu'au moment où on décide justement que la Fed, donc, qui baisse les taux, donc, qui est ici, elle se fait au moment où on pense que l'inflation va aller rapidement autour des 2%, ce qui a été le cas, on est quand même passé de 9 à 9, on est quand même monté assez haut, 9 à 2,7. Problème étant, c'est qu'au moment où on commence à baisser les taux, on a eu quelques chiffres de l'inflation. Même les chiffres aujourd'hui étaient très bons, parce qu'ils étaient en fait totalement dans les projections. Mais la réalité, je ne peux pas descendre d'un cran au-dessus parce que je ne peux pas sur cet indicateur-là. Pour l'instant, on a quand même un rebond de l'inflation autour des 2,4, 2,7. Un bottom, sachant que le mandat reste autour des 2. Cependant, voilà, le marché anticipait potentiellement une inflation. Le marché était stressé clairement de cette data qui allait pop, parce qu'il me semble, la veille, semaine dernière, est-ce que je peux remonter un peu? Tac, valider, filtre. Je peux pas dégager tout et laisser juste... Attends, ce qu'on va faire, hop. Ça, on s'en fout. Juste mettre le plus important. Normalement, c'est les Américains. Donc, on avait déjà mercredi un très bon chiffre de l'inscription au chômage. Là, on pensait qu'il y en avait 215, on en a eu 200 000, donc presque 10% de moins. Qu'est-ce qu'on a eu? Là, c'était encore pareil, le chômage, à chaque fois, on anticipait un chômage beaucoup plus haut qu'il ne l'était réellement. Pareil, les PMI, nettement plus haut que ce qui était prévu. Tout ça montrait en fait que l'économie américaine était beaucoup plus forte que les marchés anticipaient. Donc forcément, ça poussait les taux vers le haut, parce qu'un marché trop fort entraînerait de l'inflation, et l'inflation entraîne une montée des taux, mécaniquement. Surtout aussi, là où le marché s'attendait à avoir des baisses de taux cette année, on a prévu, je crois, à la base, on avait 3-4 même baisses de taux prévues pour la Fed. La réalité, c'est que la veille, en tout cas, de ces résultats qu'on a eu aujourd'hui, je crois qu'on ne priçait plus qu'une, voire peut-être max 2 baisses de taux au courant de l'année qui arrive. Je ne sais même pas, là, le pricing qu'on a sur le cut. Donc là, à l'heure actuelle, on est à 425-450 de taux. Donc 4,25, 4,5. Et là, on voit typiquement, au prochain meeting, on a 97% de chance de ne pas baisser les taux. Je regarde. On avait, il y a un mois, c'était à 80. Là, on est passé la semaine d'avant, c'était à 94. Maintenant, on est à 97. Ça montre bien que voilà, le marché commence à comprendre que cette baisse de taux commence à sentir de plus en plus le roussi.
Et je suis en train de checker un peu. Donc là, on est à 4,50. Donc le marché, il price. Il y a 85% de chances qu'on soit plus du tout à 4,25, 4,50 du coup à la fin de l'année. Du coup, typiquement, allez, on a 8 chances sur 10 pardon, qu'il y ait une baisse de taux au courant de l'année, ce qui n'était absolument pas le cas avant. Hein. Avant, on priceait déjà, on était sûr à 100% qu'elle allait au moins avoir une baisse de taux. Maintenant, on n'est plus sûr de tout. Hein. Il y a 16% de chances qu'on soit encore à ces taux-là à ce moment-là. Et je ne sais pas si je peux avoir l'agrégat. Ah non, attendez-moi. C'est vrai que je n'ai jamais testé ces choses-là. Donc 97% de chances qu'on ne bouge pas, en tout cas à l'heure actuelle, les taux pendant le premier meeting. Second meeting, 69% de chances qu'on soit encore ici. 46% encore à celui d'après. Et il n'y a que 7% de chances qu'on soit encore sur ces niveaux de taux le 18-06, donc le 18 juin. Je pense qu'il faudrait voir si on peut l'avoir de façon historique. Après, ça risque d'être un peu le bordel. Je réfléchis. Ouais, ce serait compliqué. J'avoue que moi-même. Bon, non, ça sert à rien d'aller. Je creuserai moi-même afin de pouvoir déchiffrer ça avant de vouloir l'expliquer. Donc voilà, donc on avait un monde où avant fin d'année, on pensait justement que l'inflation allait se résorber plus rapidement. Maintenant, Trump au pouvoir qui annonce des tarifs, etc., ça pose des grosses questions d'inflation. Donc qui dit inflation dit les taux remontent, dit que les taux remontent, ça appuie sur les marchés actions. On a vu que l'impact n'était pas très fort directement. C'est devenu un peu plus vénère justement les 2 dernières semaines. Maintenant, dès que les taux se desserrent, chute un peu, le dollar chute un peu, on voit que les actions boom. Là, je crois que c'est une de la plus belle journée depuis 2025, si je m'abuse. Pareil sur les cryptos, c'est une des plus belles journées. On voit directement quand même que le marché il a envie quand même de sacrément accélérer à la hausse. Il attend juste une dilettante des taux, donc les taux qui commencent à chuter plus bas, il y a un dollar qui chute plus bas. Donc pour moi, c'est clairement le prochain gros catalyseur des marchés financiers. Un monde où le dollar retourne, là on est à 109 sur le dollar, un monde où le dollar commence à chuter fortement, avec les taux qui chutent fortement, les marchés risquent quand même de sacrément accélérer à la hausse. Donc pour moi, ce sera le prochain catalyseur. Et on le sait encore et encore, Trump déteste avoir un dollar qui est fort. Maintenant, en tout cas, c'était le cas pendant ton premier mandat. On verra pendant son second mandat, parce qu'effectivement, vu qu'il a quand même des directives de faire des tarifs, d'imposer des tarifs sur les différentes économies, forcément, tu peux pas vouloir un dollar faible et imposer des tarifs en même temps. Enfin, il va falloir faire quelque chose entre les deux. Mais ce sera extrêmement intéressant et ce sera pour moi le catalyseur, hein, parce qu'on a quand même le dollar est en train de craser toutes les économies, enfin toutes les monnaies mondiales. Hein. Je sais pas si vous avez checké, mais l'euro-dollar, c'est une catastrophe. Hein. L'euro-dollar, on arrive de nouveau sur la parité. Donc les gens qui se plaignent typiquement de ça en soi, nous on est bien parce que si vous avez acheté du S&P 500, du MSCI World, du Bitcoin, hein, c'est clairement pas la même. Tu vois, ça, par exemple, ça c'est le S&P 500. Le S&P 500 Europe, enfin le S&P 500 que tu peux mettre sur un ETF, qui est coté en euros du coup, lui il est à la TH hein, quasiment. C'est pas le cas du S&P, classique. Alors attendez, mon chat qui gratte à la porte, je vais lui ouvrir quand même. Tac. Donc d'un autre côté, nous on est bien parce qu'on garde le pouvoir d'achat vu qu'on est investi sur des actifs américains. Donc un dollar fort américain, on est dessus, on est exposé dessus. Donc ce qu'on perd sur notre monnaie à nous, on gagne sur nos actifs américains. Donc quand tu vends nos actifs américains en euros, on gagne la différence.
Et quand on regarde, tu vois l'US 500. Tac. Eux non plus, ils sont pas clairement pas aussi proches que qu'on peut l'être en euros. Et même si vous regardez, hein, je sais pas depuis combien de temps vous êtes exposé, mais la réalité c'est que on peut regarder depuis le Covid. Hein. Tac, tac, tac. Depuis le Covid, on a quand même une différence de 60%. Enfin non, pardon, de 60% de performance, mais du coup ça fait... non mais en fait si je compte faire ça. On a un S&P qui fait 130% et nous, actifs investis avec nos euros sur des actifs américains, on est à plus de 196%. Donc on a une différence de plus de 60% de performance grâce justement à ça. Et on peut le voir aussi directement sur du Bitcoin. Hein. Là, vous avez le Bitcoin. Alors, je sais pas c'est quoi toutes ces cochonneries-là. Tac. On regarde BTC en euros. Alors, pourquoi on a plus ou moins? Ah oui, parce que tous les coups. Alors, attendez. Pourquoi on a... Hop. Hop. Comment ça que la différence... Ah oui, c'est pas 2023 qu'il faut regarder. On avait dit depuis le Covid. Bon, la différence est moins flagrante. Tu me diras, il y a que 120% de différence entre les deux. Mais c'est sûr qu'en fonction de quand vous l'avez acheté, en fait, plus le temps passe, plus forcément, donc que vous avez du dollar, que vous achetez en dollars ou en euros, est différent. Enfin, en tout cas, non, le output sera différent. Donc, vous avez votre Bitcoin, forcément, si vous le vendez en euros à l'heure actuelle, vous avez gagné le pouvoir d'achat parce que ce Bitcoin-là vous a permis justement de ne pas être exposé sur la perte de pouvoir d'achat de l'euro. Parce que typiquement, le BTC étant en fait, la réalité c'est qu'il est surtout coté en dollars parce que les échanges dessus, on regarde surtout en dollars. Mais vous avez aussi ce gain-là que vous avez d'être exposé au BTC, c'est là où l'euro dollar a perdu 20%, vous gagnez ces pourcentages-là sur le Bitcoin, quoi. Donc c'est toujours bon à savoir. Le plus parlant, effectivement, c'est à très long terme sur des compagnies, sur des ETF. On voit quand même que l'euro-dollar commence à être vraiment extrêmement faible. Parce que forcément, il y a aussi des craintes au niveau de l'euro. Hein. L'euro, on n'est clairement pas tout blanc. C'est pas juste le dollar est extrêmement fort, c'est aussi parce que les autres monnaies sont pas assez fortes du tout par elles-mêmes. Parce que l'euro, forcément, on a des troubles. Je veux dire, il y a la France qui a des soucis, les autres pays aussi, l'Allemagne qui commence à rentrer potentiellement en récession. Donc, sachant qu'en plus, l'Allemagne, je crois, il y a des partis politiques qui commencent à être pro sortir de l'Union européenne. Forcément, ce genre de choses poussent un poids sur l'euro. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on a un euro-dollar faible, parce que le dollar est très fort et l'euro est faible. Problème étant, c'est est-ce que dans 10 ans, ce sera mieux? Est-ce qu'il faut continuer à être exposé en dollars ou se refaire une exposition en euros? Donc typiquement, au lieu d'acheter des produits, vous pouvez, il y a des produits, au lieu d'acheter des produits en dollars, donc là vous êtes investi en dollars et vous retournez de l'euro, vous avez des produits hedge, donc ça vous couvre du taux de change. Donc si vous investissez en euros, votre produit est en euros et vous sortez de l'euro, quoi. C'est totalement possible et il faut le faire quand justement ta monnaie devient forte. Le problème étant, c'est que dans 10 ans, est-ce que dans 10 ans, l'euro-dollar sera plus haut qu'à l'heure actuelle?
C'est la question que je vous pose. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce qu'on a quand même des sacrées périodes de troubles au niveau de l'euro qu'on va devoir affronter. Maintenant, effectivement, si c'est le dollar qui se pète la gueule parce que l'investiture avec Trump, on va dire qu'il a fait le travail, c'est sûr que dans les 5 prochaines années, on peut clairement avoir un rebond sur l'euro-dollar. Maintenant, à long terme, je préfère quand même être exposé, on va pas se mentir, au dollar. Ce sera le franc dans 10 ans. Le nouveau franc, s'il te plaît. Le nouveau franc. Donc voilà, ça faut pas, entre guillemets, oublier. Donc ça, c'était un peu au niveau US. Donc, je veux dire, il n'y a pas grand-chose à dire. Attends, je reviens sur ma liste. Donc les US, c'est boule tant que les taux chutent. Si on a eu le top des taux, on va enchaîner. Si on n'a pas eu le top des taux, effectivement, le range risque d'être plus long. Comme je dis, on peut aller chercher largement en dessous des 5005, 5006, voire les 5003. Ce ne sera pas la fin du monde. Ce sera juste une question de jusqu'où les taux peuvent aller avant de faire casser le marché action, quoi. Mais avec Trump au pouvoir, clairement, il va vouloir rassurer en boucle les marchés à coup d'un bon gros tweet sur ces questions d'inflation, ces questions de taux qui justement feront chuter le marché action. Mais si c'est pas le cas, et ad vitam aeternam, je veux dire, les marchés, vous voyez, dès qu'il y a un soufflement des taux, je veux dire, le marché action fait 2%, le BTC fait 4%, etc. Alors je prends un coup. Alright. Que dire crypto, je pense, c'est là où il y aura le plus grand chose à dire. Hello, je sais pas ce qui c'est des minutes. Crypto, on en avait déjà parlé, hein. C'était un peu comme les US, je m'attendais à un range, potentiellement à aller retoucher les 2,8. On l'a pas fait, on a sweep les lots parce qu'effectivement, en tout cas sur le BTC, il y avait beaucoup de lots qui se sont fait sweep. J'ai envie de dire classique, on va chercher la liquidité. Maintenant la question c'est est-ce que cette liquidité c'est good? Peut-être pas. Je veux dire, si le range aux États-Unis c'est fini, la réalité c'est qu'on va pas avoir une décorrélation des cryptos versus les US. Si les US chutent pour aller rechercher les niveaux plus bas, les cryptos chuteront. Pas parce que le BTC, parce que Trump ne va pas faire ce qu'il dit qu'il va faire ou je ne sais quoi, juste parce qu'on est juste exposé à des actifs extrêmement spéculatifs qui sont totalement corrélés au Nasdaq et au S&P. Donc on n'est pas allé chercher cette zone parce qu'on n'est pas allé chercher des zones aux US qui étaient du coup autour des 5006 pour moi. On peut encore le faire. Je veux dire, comme je dis, ça dépendra des taux. Maintenant, à l'heure actuelle, si effectivement il fallait relancer, de toute façon, vous connaissez mes objectifs. L'objectif, c'est le prochain palier, les 120, 130. C'est là que ça commence à devenir extrêmement intéressant. Et forcément, le quid un peu de la dominance. Forcément, la dominance, aujourd'hui, elle se reprend un tarot, donc tant mieux. C'est assez propre ce qu'on fait. Donc, on a fait 3e board, on refoule ici. On n'a pas envie que justement la dominance repasse sur 60. Donc là, la petite quenelle fait plaisir. Maintenant, à voir si ça follow up, quoi. Et comme je le disais au début du live, la question c'est dans un monde où effectivement Trump dit ce qu'il a dit qu'il allait faire, ce qui est de créer une réserve stratégique Bitcoin. Pourquoi n'est-on pas exposé au Bitcoin tout simplement? Parce que pour moi, un tel événement, va pour moi faire justement la prochaine grosse vague haussière sur les BTC et sur la dominance. Aller chercher les derniers niveaux de dominance qu'on vient chercher presque à chaque fois. Pour moi, ce sera un catalyseur extrêmement normal pour le BTC. Donc effectivement, ça fera un BTC chercher les 130, 140, 150. Dominance à 70 et après on connaît l'histoire. Le BTC commence à se viander un peu. Les alts explosent parce que la dominance chute avec. Et c'est good, quoi. Donc est-ce que effectivement on va se contenter d'aller chercher les 60% parce que je sais pas, il faudra pas forcément une raison,
mais on reste à 60 et on fait la dominance, on fait l'alt season là. Et je ne sais pas. Euh, j'ai encore du BTC. Je reste quand même pas mal exposé ETH et autres. Je dois être à 50-50 maintenant, facile. Et j'ai clairement pas envie de jeter mes 50% de BTC encore. Je vous le dis, je les jetterai sûrement quand on arrivera à 130, 150 sur le BTC. À voir, effectivement, si ce sera pour arbitrer sur un des altcoins ou juste vraiment me barrer. Ça, on en reparlera. Hein. Mais voilà, hein, forcément. Je veux dire, là, on est juste en train de ranger, donc il y a pas. Donc les réactions sont cool, hein, mais je veux dire, il n'y a pas de. Il n'y a pas de breakout. Alors, il y a un range. Il y a un range. Maintenant, il faut voir de quel côté on va. Donc, il ne faut pas acheter à 106. Il ne faudra pas vendre, effectivement, à ceux qui sont vendus à 90. Ils se sont fait avoir. Hein. J'ai envie de dire classique. Voilà. ETH reste quand même, pour moi, après c'est mon biais. Hein. Ça reste une des cryptos les mieux positionnées pour faire son breakout aussi en weekly ou même en monthly. Maintenant, je veux dire, je dis ça à chaque fois. Pour l'instant, ça le fait pas. Parce qu'effectivement, ce sera le timing de la season. Hein. Le TH, effectivement, qui pète à la hausse. C'est souvent le catalyseur qui entraîne derrière une forte chute de la dominance et les altcoins qui explosent. Donc, on a une très belle réaction aujourd'hui sur le TH-BTC. Malheureusement, vu que Cons m'a MP en me disant que c'était le bottom, ça ne risque pas d'être le bottom. Parce qu'effectivement, la zone est intéressante. Hein. Je veux dire, on l'avait noté depuis un moment. On en discutait depuis un moment. Si le volume profile veut bien s'afficher. Il y a un peu de temps. Ok. On se rappelle, hein, le bottom, vraiment, on a le ticket hein, à 0,3. Pour moi, c'était la zone qui devenait extrêmement intéressante sur le TH-BTC. Maintenant, la dominance choisira, Trump fera la pluie et le beau temps en fonction de ce qu'il dit. Hein. Donc, on peut pas, pour moi, être exposé 100% aux alts, ça reste quand même assez violent à l'heure actuelle de le faire. Avoir 50-50, pour moi, est la bonne approche. En tout cas, l'approche que je pousse. Voilà, je réfléchis, on va parler AVAX après, surtout AVAX BTC aussi qui est intéressant. Je sais pas si vous avez des questions aussi. Hein. Je vais essayer de renvoyer assez rapidement un peu tous les sujets. Alors attends, Seba, mais après Seba, je lis, mais je sais que ça va être encore une pique. Atom, Week of V5 étendu, Super Bowl, force déclenchée. Ouais, tu vois, ça n'a pas manqué. Hein. Toujours dans la moquerie. Je sais même pas effectivement où Atom il en est. Ok, not looking good. Après, il est clairement sur une belle zone. Mais c'est sûr que Atom BTC, ça doit tirer la tronche, quoi. Après, on se moque, hein, mais dans un monde où Avax peut clairement finir comme ça, s'il n'engrange pas, hein, parce que voilà, Avax BTC, pour l'instant, on tient les niveaux monthly. Si on commence à glisser en dessous, je serai le premier à dire que ça pue la merde. Hein. Vous pourrez me voir, vous quitterez sûrement le Discord, mais je serai le premier à dire que ça pue. Ça peut ne pas exploser et maintenir le niveau tant qu'il n'y a pas la season, mais déjà, il a intérêt à tenir le niveau avant la season, et forcément, il a intérêt à accélérer rapidement sur sa première résistance. Ça serait un beau x4, hein. Un beau x3, un beau x3 sur sa première résistance, et effectivement, le vrai idylle, ce serait un retour total sur la dominance sur la TH, donc là, c'est faire x6. Ça me paraît un peu illusoire pour l'instant. Maintenant, c'est toujours pareil, c'est parce que ça paraît illusoire maintenant. Comme le BTC à 100K maintenant, alors qu'on le tradait, je veux dire, il y a quelques années à 5-6 000, tu vois. Inconsciemment, c'est compliqué de l'imaginer.
Mais dans la réalité, c'est tout à fait possible. Je n'en ai déjà allé traiter ces niveaux-là. Après Avax, ça avait des sacrées choses qui se passaient en 2021. Et puis la saison de 2021 était quand même sacrément forte. Il faudra voir la tronche qu'elle a la prochaine. Alors, je voulais pas lancer ça. Je sais pas ce qui se lance. Alright. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'effectivement, Avax BTC, bon, ça tient son niveau. Avax USD, on va aller chercher les 32. Surtout la zone des 36 est important. Hein. Vous voyez, hein, c'est un gros cluster de volume. On a mis beaucoup de volume sur cette zone-là. Donc ça tient, et effectivement, on en parlait un peu avec Défaut juste avant. C'est un peu une tronche potentiellement de Cup and Handle. Comme je dis, après, je suis jamais fan de ces choses-là. La réalité, c'est qu'effectivement, quand on arrivera sur les niveaux de break, vu que là, on a été complètement rejeté, si on arrive sur ces niveaux-là, on peut très vite réaccélérer à la hausse et aller chercher les 100, quoi. C'est tout à fait viable. C'est pour ça que je suis aussi exposé à Avax. Maintenant, c'est le plan. Comme je vous dis, entre ce qu'il y a sous le plan et ce que ça va faire derrière, c'est pas tout le temps la même chose. Tiens, Solana. Solana, c'est un peu weak, je crois, ça en ce moment. Je fais un peu les cochonneries que j'ai pu mettre à l'époque. Lui, ça allait rapidement faire un nouvel atterrage. Ce qui est marrant, c'est que je me rappelle tout le monde quand il y a Solana, c'est bon. Solana va flip ETH, etc. Et en soi, la réalité, c'est que ils ont juste allé taper vite fait les ATH pour se viander derrière. Je sais pas où on en est à ETH sol. Non, attends, on va pas faire ça. C'est peut-être plutôt l'inverse. Voilà, tu vois, on a retourné sur un retest de niveau. Donc pour ceux qui étaient vraiment bull sol, c'était un niveau intéressant, encore je pense intéressant à acheter. Effectivement, sur le spread, c'est une zone qui fait sens. On a break les ATH, on retest dessus sur le spread. On peut clairement relancer. Ou alors effectivement ETH part, et dans ces cas-là, on va se viander. Ça, c'est toujours pareil, hein. C'est pour ça qu'on met un stop loss et qu'on se protège. Mais j'ai envie de croire ETH. Maintenant, je veux dire, ça va être comme Phil, hein, c'est mon biais. À voir maintenant si ça découle. Mais mécaniquement, ça marchera quand la dominance chutera. Mais pour l'instant, la réalité, c'est que la dominance ne chute pas. Elle se maintient toujours aussi haute. Elle continuera de se maintenir haute, surtout si Trump annonce des dingueries. Et faudra juste deal with it. Jusqu'à ce que le BTC s'approche de son vrai ATH pour le coup, et qui est justement cet arbitrage qui se passe entre le BTC et les altins. Il faut une volume sur peut-être. Je te avoue que je suis absolument pas professionnel des figures chartistes de ce type-là. C'est pour ça que j'ai envie d'en parler. C'est Default qui m'a mis un peu sur la piste. Mais j'en sais rien. J'ai pas le savoir au niveau du volume. C'est vrai qu'en plus je mets pas des volumes là. Je ne sais pas. À toi de me dire si tu connais la chose. Voilà. Je réfléchis s'il y a d'autres choses à parler. En soi, ce qui sera intéressant, je crois que dans tous les cas, la Fed, c'est pas avant 2 semaines. Donc clairement, je pense que là, de toute façon, il n'y a pas de pari à faire sur la comète. La réalité, c'est que dans 5 jours, Trump arrive au pouvoir. Il a annoncé que dès le premier jour, il va dire un truc pour les cryptos. Il va faire plus de 100 décrets d'un coup pour endiguer peut-être les conneries que déjà est en train de faire Biden, pour annuler tout ce que Biden fait à la dernière minute. Donc 20 janvier, pardon. Ça va être volatile. À voir justement dans quelle direction on va aller. Hein. Mais là où les US iront, les cryptos iront. Pour moi, ça ne fait aucun doute.
Voilà. Je sais pas si vous avez des questions. Sinon, ça sert à rien que je reste plus longtemps. Comme dit, on peut parler dans le vide, mais ce qui est pas mal, j'ai vu au niveau des US, ce qui m'a fait plaisir aussi, forcément, c'est les quelques stock picks que j'avais. Robinhood, forcément, un des grands gagnants, mandat Trump, plus les cryptos qui sont bulles, nous fait une très belle journée aujourd'hui. Surtout qu'ils ont eu des problèmes légaux et ils ont réussi à les settle en versant quelques millions, hein, comme d'hab. Donc c'est toujours assez bullish. XRP qui continue sa folie. Je pense clairement XRP, c'est un peu mon regret, on va dire, de ce bull run là, de l'avoir raté. Parce que ça faisait complètement sens d'être investi sur XRP avec, dans un trade. Parce que j'ai fait des trades Trump win. Donc typiquement, je peux m'en parler. J'avais acheté typiquement, après c'est pareil, ça c'est un autre regret, mais oh bah tiens, ça s'est viandé. Et j'avais acheté typiquement, je crois que le fin 2023, j'avais commencé à acheter quelques actions, notamment Fannie Mae, parce que c'est des actions qui gagnent énormément sous une investiture de Trump. Donc ça coûtait pas cher à l'époque. Et j'avais fini par les vendre après, justement, quand il avait gagné. Hein. Donc c'était le 7 novembre, il a gagné. Ça monte jusqu'à 3,6. Bon, on est allé chercher les 6,7. Ça, c'est, je veux dire, c'est toujours pareil. On peut jamais sortir au top. Mais du côté BTC, forcément, j'étais exposé. Donc ça restait quand même un Trump trade. Maintenant, le XRP était clairement un des grands gagnants potentiels. Maintenant on me l'aurait pitch, on va dire, un peu plus tôt, j'aurais dit, mais oui, ça fait totalement sens. Donc, c'est un peu un des regrets que j'ai. Et typiquement, ça continue à se voir. Hein. C'est que je pense que dans un environnement bullish crypto avec une animation de Trump, XRP, il a du retard à prendre par rapport à tout le monde et il le reprend très rapidement. Donc, c'est clairement une des. Je crois que XRP BTC, voilà, je veux dire, on a de l'espace pour aller rechercher les 0,11, 0,12. Donc, un monde où XRP flip ETH, peut-être. C'est une folie, mais peut-être. Si ETH ne se bouge pas le cul et met du temps, ce sera assez fou, mais. ROA sous Trump, ouais, on l'espère. De toute façon, c'est clairement le mandat de Trump, ça va être un peu la dérégulation technologique, hein, donc ça va foutre de la techno partout sans la baquer, en mode sous le nom de l'innovation. Donc je pense qu'il va y avoir des sacrés délires. Je pense que Elon va tout faire pour pousser l'automatisation déjà de toute sa flotte rapidement aux US. Je veux dire, avec forcément étant le bras droit de Trump, c'est tout à fait jouable. Donc forcément les cryptos pareil, tout ce qui va être tokenisation, ça peut clairement accélérer aussi sous les mandats, sous ce mandat-là. Hein. Tout technologiquement révolutionner tout le côté bancaire avec la blockchain, ça peut clairement s'accélérer facilement. Et la géopolitique qui se calme aussi, ça peut aider. Accord à Israël, imaginons un accord Ukraine. Totalement. C'est aussi un des mandats de Trump. Hein. C'est ce qui va arriver. Il va dire, voilà, allez vous faire foutre, vous arrêtez votre guerre en Russie et en Ukraine. Alors, en tout cas, il va tout faire pour que ça s'arrête. Je ne veux pas dire qu'il va arriver et tous les conflits vont s'arrêter, mais ça risque, en tout cas, il risque d'avoir une sacrée poigne de fer pour calmer le Moyen-Orient et calmer la guerre russo-ukraine. La guerre russo-ukraine qui ne tient que grâce à, forcément, en tout cas en grande partie, au financement des Américains sur les armes et l'argent pour financer la campagne militaire défensive de l'Ukraine. Donc, dans un monde où les Américains disent on arrête, l'Ukraine va tomber rapidement, donc ils auront envie de trouver un accord avant, quoi. Donc ça, c'est pareil, beaucoup de points d'interrogation, hein, parce que la réalité, on sait pas tout ce qui peut se passer. Ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir 5 ans, je crois que c'est 5 ans à chaque fois, je crois que c'est 5 ans de folie. Hein, ça va être 5 ans assez marrants. Marrant entre guillemets, hein, je pense qu'il va y avoir des dingueries à droite à gauche, mais ça va être mouvementé. Tu me diras, les 5 dernières années, c'était mouvementé aussi, mais là, je pense que ça va être encore un cran au-dessus, quoi.
C'est le même Trump qui veut prendre le Panama. Ouais, qui veut prendre le Panama, le Groenland et le Canada. Donc l'empire américain. Donc on va voir, ça va être un sacré feuilleton, quoi. C'est clair. Alright. De toute façon, je refais un live la semaine prochaine, ça, c'est aucun doute, on attend que ça se réveille. Voilà. Je réfléchis, pour ceux qui sont sur Twitter, hein, qui regardent pas mal mon contenu, est-ce que vous avez des recommandations, des trucs que vous voudrez bien voir maintenant avec les fiches que je poste un peu, etc., potentiellement des choses que vous comprenez pas. Parce qu'en soi, si vous êtes les premiers à pas comprendre, je m'attends pas à que des gens hors de mon réseau comprennent en plus aussi. Donc c'est toujours intéressant. Je suis en train d'écrire aussi une newsletter sur un peu un deep dive d'une boîte qui m'intéresse énormément en ce moment, donc c'est Uber, n'importe. Ce sera sûrement posté sur la newsletter de, je sais pas si vous connaissez Tino Bourse. J'ai pas mal échangé avec lui et je vais participer un peu à sa newsletter. Donc ça sera un peu un partenariat entre guillemets. Mais si vous voyez des choses à améliorer, etc., n'hésitez pas à venir à MP, etc. Je suis totalement ouvert à améliorer. Le but, c'est que si vous êtes le genre de public que je cherche sur Twitter, donc le but, c'est pas de faire du putaclic ou parler des dividendes pour vous enrichir, parce que un dividende n'enrichit personne. Mais ça fait toujours vendre sur Twitter, c'est pas le but. Mais si vous avez des suggestions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas. J'aimerais bien que tu me dises quand je short Palantir sur Twitter et sinon. Je crois que j'avais fait un post sur Palantir et c'était pas loin du top. Hein. J'avais fait un post sur pourquoi Palantir était l'action la plus chère des US. On était pas loin du top. Mais c'est sûr que Palantir, c'est une société qui n'a aucun sens. Hein. Parce que elle vaut 350 fois son bénéfice. Même si on estime que son bénéfice grossit de 30%, allez 40% les 3 prochaines années, ça double à peine, donc ça la fait passer à 170%, 170 de PE si son action ne bouge pas. Donc ça n'a aucun sens. Mais par contre, l'action m'intéresse énormément à voir. Hein. De toute façon, les actions comme ça un peu cultes, donc Tesla, Palantir et tout, c'est des choses extrêmement intéressantes à avoir en portefeuille. Une fois que ça s'est acheté, une fois que ça s'est pris une énorme claque, c'est pour moi les actions qu'il faut sauter dessus. Donc un Palantir qui se viande, qui va retester rapidement les 20, va m'intéresser énormément. Je paierais potentiellement, si elle divise par 20, si elle divise par 3, je paierais à peu près à 90 de PE. Peut-être regarder plus en cash flow. Donc en cash flow, il est à 170. Donc divisé par 3, ça fait quoi? Ça fait 50 à peu près. 50, 55. Avec une croissance, si on estime à 30%, ça va m'intéresser directement. Maintenant, effectivement, à ces prix-là, ça n'a absolument pas d'intérêt. Mais des actions, comme je dis, un peu de culte comme ça me rappelle Tesla, qui avait explosé en bourse. Elle s'était viandée. Et maintenant, ceux qui l'ont acheté après qu'elle s'est viandée, donc autour des 100, ils sont extrêmement bien. Hein. Ils ont fait x4. Donc, c'est des actions quand même qui ont totalement de sens, technologiquement parlant, dans l'avenir. Maintenant, faut pas l'acheter n'importe où. Hein. Celui qui l'a acheté ici, je veux dire, il est positif, mais bon, ça vaut peut-être pas le coup. Et sans froid qu'il a dû subir pour maintenir ses positions. Donc voilà, toute action, même si elles sont giga. Là, à l'heure actuelle, pour vous dire, je préfère acheter 100 fois Nvidia que Palantir. Nvidia, sa valorisation, elle est fine. On paye 50 fois les bénéfices d'une boîte qui est la seule à produire les seuls processeurs possibles pour l'IA. Ça a beaucoup plus de sens d'acheter un truc qui vaut. Alors attendez, parce que c'est toujours ça, c'est marrant, mais. Elle vaut 150 milliards et elle fait même pas soit 700 millions en vente.
Donc c'est ridicule. Parce que ça n'a aucun sens, quoi. Et elle fait 100 000 en bénéfice, 100 millions en bénéfice, elle vaut 150 milliards. Enfin, je sais pas si vous comprenez. J'aimerais bien que tu me dises quand je suis mais sinon l'infographie est bien. Je trouvais ça plus lisible avant. Ouais, bien sûr, effectivement, pour le Buyer Pass, c'était plus lisible parce que je faisais un peu la dichotomie de chaque étape. Et je faisais un range, on va dire. J'expliquais un range de targets qu'on pouvait avoir. Maintenant, soit vous pouvez faire le même exercice parce que vous comprenez comment ça fonctionne, hein. À savoir typiquement, je sais pas, je prends Nvidia. Alors attendez, je vais plutôt faire ouvrir, mettre un nouvel onglet, tac. Donc on a Nvidia. Typiquement, vous savez qu'elle fait 1,1, donc je la multiplie par sa croissance, donc multiplié par 1,65%, 1,65, puissance 3, parce que sur les 3 prochaines années. Et après, vous multipliez par le multiple quoi, de sortie. Donc là, je mets 45, mais vous pouvez tester avec 40, vous pouvez tester avec 50. C'est en fonction de votre affinité. Le marché price à sa croissance, mais elle ne price pas. C'est multiple. Les multiples, ça, c'est le prix auquel le marché est prêt à payer. Et dans 3 ans, on n'en sait rien. Mais c'est pour moi, je mets une marque de. Pour moi, ça a du sens que Nvidia soit valorisée à tel multiple dans 3 ans. Mais effectivement, ça peut ne pas être le cas. Mais maintenant que vous voyez un peu ce que j'ai fait sur le Buyer Pass, vous pouvez un peu faire les maths aussi de votre côté, quoi. Donc l'intérêt des fiches, c'est comme je dis, c'est beaucoup plus lisible pour les gens. En plus, je vois celle qui intéresse ou pas. Là, Nvidia a fait du bon chiffre, mais typiquement, L'Oréal a fait du mauvais. Donc peut-être qu'aussi la structure était peut-être moins belle. Mais j'en ai encore pas mal à présenter. Je fais plutôt les côtés français déjà en attendant. Je mixe un peu, mais je fais déjà un peu les françaises. Et après, je passerai plus vite, plus rapidement aux américaines. Notamment Uber, notamment Robinhood, notamment Palantir. Je sais pas après Nash, toi, de robotique, lequel tu parles, mais tu peux me donner et je regarderai. Ça peut être intéressant. Parce que robotique, j'avoue, je réfléchis. J'avais des titres robotiques que je regardais, mais je me rappelle plus des noms. Je me rappelle plus des noms. Mais voilà. Alright. Bon, de mon côté, c'est terminé. Je sais pas si vous avez des questions, sinon on tire notre révérence et on se revoit semaine pro. Dans tous les cas, là, je vais couper YouTube. On pourra reparler vite fait si vous avez d'autres choses. Du côté YouTube, forcément, tout le temps, merci de m'écouter. J'espère que, normalement, c'est pas j'espère, c'est que ce replay-là sera posté très rapidement demain matin pour demain midi. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire ou autre les choses à améliorer que vous voudrez voir ou venir directement sur le Discord pour les questions directes. Tchuss!